Allez, c'est parti, on retourne à Translab, le seul complexe de studio de mastering en France. Moi, c'est toujours un plaisir d'aller là-bas parce que c'est quand même un lieu assez mythique. On le sent dans les murs presque. Du coup, cette fois, on va visiter Romain Dupont. C'est un studio tour qui est vraiment passionnant à plusieurs égards. Déjà parce que Romain Dupont n'est pas seulement un G mastering, il est aussi un G mix. Il a notamment mixé Mauvaise Bouche, Zélie, Hadès de Planète. Et puis en mastering, il a une jolie liste de crédits. Alors, je la regarde, on a Jules, Chromeo, Dali, Tiakola, Tiken Jafakoli, Très Organisé, Rasco et Dali, et j'en passe. C'est un studio qui est intéressant parce que c'est une jolie cabine avec un super ingé dedans, mais aussi parce que Romain est assistant. Il est assistant d'Alex Goffer. Et vous allez le voir assez rapidement dans ce studio tour parce que Romain, il a les mêmes machines qu'Alex Goffer. Alors dans cette vidéo, on va faire d'ailleurs un focus sur ce rôle d'assistant en mastering parce que moi, en tant qu'ancien assistant en mastering, je trouvais ça hyper important de parler de ce métier, de ce rôle. Un rôle qui est de plus en plus rare puisque des assistants, je pense, en mastering en France, on peut peut-être les compter sur les doigts d'une main, allez peut-être deux mains, mais ce serait ambitieux, en tout cas je les connais pas. Mais voilà, c'est vraiment une poignée de personnes aujourd'hui qui ont ce rôle-là en France et je voulais que Romain nous parle de ça, donc ça va être un focus de la vidéo. Évidemment, dans cette vidéo, je vous rassure, on va aussi parler matos, vous êtes là pour ça aussi, et on va parler de deux machines que vous connaissez bien, je pense, sur la chaîne maintenant. La première, c'est le Massif Passive de Manley, parce que c'est un classique en mastering, et la deuxième, c'est le W495, où on en a déjà parlé longuement dans la vidéo d'Alex, et on en a parlé notamment parce que Pulsar nous a fait une jolie promo dans le studio tour d'Alex sur leur émulation de cet EQ de gravure vinyle, et je voulais vous refaire cette promo et je voulais même vous en faire deux puisque Pulsar en fait nous fait le plaisir de nous faire deux promos exclusives à cette vidéo. Donc si vous voulez le W495 de Pulsar et le Massif de Pulsar en promo, ça se passe en lien en description dans cette vidéo. Évidemment, c'est un temps limité, donc il va falloir faire très vite. Voilà, c'est un petit moyen d'avoir un peu le son d'Alex Goffer et de Romain Dupont. Sans plus attendre, je vous laisse donc à la découverte de cette superbe cabine à Translab, accompagnée de Romain Dupont. Bon visionnage. Et là, on est dans une cabine qu'on a déjà visitée sur la chaîne il y a peu de temps. Tu avais fait des images, il me semble. Ouais, et qui ressemble encore plus aujourd'hui à celle d'Alex. La console, quoi. C'est le meuble qu'on a fait, qui est en fait construit par le même ébéniste qui a fabriqué la console d'Alex. Elle est un poil différente parce que tu vois, les vumettes ne sont pas encastrées dedans. Et on a voulu avoir un plateau plus plat parce que moi je voulais avoir un écran devant pour plein de raisons, mais notamment parce que je fais pas mal de mix aussi et que avoir l'écran sur le côté, ça c'est moins c'est toujours des compromis, mais l'idée c'était d'avoir une console un peu différente qui puisse permettre ça. Mais sinon esthétiquement et en termes de dimension, les angles et ça, c'est vraiment c'est le même meuble, quoi. Et du coup, depuis que j'ai ça, c'est vrai que ça fait vraiment cabine clone. Autant avant, j'avais un meuble différent, les machines n'étaient pas agencées pareil, donc on pouvait passer à côté, mais là, c'est vrai que ça se voit, quoi. Alors, pourquoi tu as une cabine clone? Est-ce que tu peux te présenter un peu ce que tu fais? Moi, Alex m'a embauché pour être son assistant au départ, ce que je suis toujours. Je fais ce travail-là d'assistant and mastering, qui est peut-être un petit peu mystérieux sur qu'est-ce que je fais, mais concrètement, ça consiste à faire tout ce qu'il peut y avoir avant et après le travail d'Alex, quoi. Donc, préparer les sessions, récupérer les fichiers qui souvent ne sont pas les bons, faire toutes ces vérifications-là. Et puis, une fois que Alex a fait le mastering, moi, je peux être amené à faire tout un tas de choses, et notamment des recalls. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait que je puisse avoir la même chaîne pour avoir le même son, à peu de choses près, parce qu'on a quand même des machines à lampe qui font que parfois on n'a pas exactement le même niveau de gain, donc il faut peut-être un peu compenser à l'oreille, mais globalement ça récolte. Et tu peux être amené aussi à faire les versions additionnelles, les versions playback, etc. Ah oui, carrément, bien sûr. Toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir, instrumentales, radio edit, PBTV, toutes ces choses-là, c'est des déclinaisons que je peux être amené à faire ici ou en bas d'ailleurs. Mais je peux faire des recalls dans les deux cabines, mais en tout cas, oui, mon rôle, c'est aussi de faire les déclinaisons, bien sûr. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que des fois, il y a plusieurs versions de chaque mastering. Et puis, qu'est-ce que tu appelles la version, par exemple, PBO? PBO, c'est un instru avec les chœurs, quoi, avec les background vocals, tu vois. Donc c'est le master sans la voix lead, en général. Et donc, il faut repasser dans les machines, ça prend du temps, parce que tu printes en direct. Ouais.
Et du coup, voilà pourquoi tu as tout ce matériel en double. Et ça peut demander des modifications aussi, parce que tu vois, sur un PBO typiquement, en fonction de ce qu'on nous livre, si on a travaillé avec instru et a cappella, pour le PBO, on peut avoir un a cappella où il y aurait juste les voix background, et du coup on peut les passer dans le même process que les voix lead, enfin que le stem a cappella de base, et là on va vraiment avoir un recall qui marche bien, mais parfois on a juste un mix PBO avec les voix back dans l'instru, et du coup les voix seraient pas forcément traitées de la même manière, puisqu'elles seraient sur les mêmes traitements que l'instru, donc voilà, parfois faut un petit peu compenser, ajuster, mais bon, c'est des playbacks. Donc en fait voilà, c'est toujours pareil avec le mastering, en fait tu t'adaptes et tu essaies de te rapprocher au mieux du master, et en ayant conscience aussi de à quoi ça sert. Un playback souvent c'est pour la télé, quoi. C'est pour que les chanteurs puissent chanter par-dessus le playback avec toutes les voix, etc. Donc si c'est pas exactement pareil que le master, parfois c'est pas grave. Et ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on nous donne pour le faire. Parce que le mixeur aussi doit faire un recall parfois. Tu vois, pour pouvoir livrer les éléments nécessaires à un playback ou quoi, il doit faire un recall. Et parfois les recalls, si c'est mixé avec des consoles ou avec des sommateurs ou quoi, ça nous arrive très souvent d'avoir des mix qui sont censés être les mêmes et qui en fait sont pas du tout les mêmes. Nous on le vérifie, où on nous dit j'ai juste changé un truc sur la basse et on s'aperçoit que tout a changé, le niveau est pas le même. Et donc parfois je dois faire des recalls en ajustant, quoi. Okay. C'est possible, hein, il suffit de comparer et d'ajuster les choses. Quand c'est pas possible, on le dit. Mais la plupart du temps, c'est possible. Ok. Avant qu'on parle de ta carrière d'ingé mix, est-ce que on peut finir sur cette cabine clone et la dernière addition à cette cabine clone? Les enceintes, les Dutch & Dutch. Donc voilà, elles sont là. On adore ce système. Je pense pas dire de bêtises en disant qu'Alex était peut-être un des premiers à faire le choix de ces enceintes. Et ce qui était séduisant, ce qui est séduisant en fait dans ce concept, c'est les DSP qu'il y a dedans et le fait de pouvoir les adapter à une acoustique et de les régler. Et donc de pouvoir ne pas forcément être à ce point dépendant d'une acoustique ou d'une pièce. Je pense que c'est ça qui était séduisant dans l'idée. Et lui cherchait à l'époque, en tout cas, je pense qu'il l'a dit quand tu l'avais interviewé, mais il cherchait un système qui lui permette d'avoir un son full range, parce que lui souvent il dit une octave supplémentaire en bas, mais avec un système de proximité en fait, et qui lui permette d'avoir cette sensation de fort volume sans avoir besoin de monter effectivement le volume, parce qu'avant il avait le gros système dans la cabine du A, il y avait besoin pour avoir la même sensation de mettre beaucoup plus fort, et voilà, donc ça supposait de pas forcément travailler au même niveau. Donc il a trouvé ça dans les Dutch depuis qu'on les a réglés en bas. Et puis moi, quand je me suis installé dans cette cabine, au début elles n'étaient pas là. Et on a eu, j'ai travaillé avec le gros système que tu vois là. Et je m'y suis pas retrouvé complètement. J'ai fait beaucoup de réglages différents, j'ai même changé des haut-parleurs. J'ai essayé beaucoup de choses et je bossais beaucoup avec. Mais voilà, sans jamais être vraiment complètement satisfait. Et puis les Dutch & Dutch sont arrivés parce que déjà on avait besoin de cohérence par rapport au studio A. On avait envie d'avoir la possibilité pour moi en tout cas, de passer d'un studio à l'autre sans être complètement perdu. Et c'est vrai que ça a pu amener ça. Alors elles sont pas placées pareil, hein, elles sont un peu plus loin. Ça c'est plus pour des raisons de réglage. Mais voilà, ça sonne super. Et, on les a réglées avec Martin, donc le concepteur de ces enceintes. Et, lui, il était vraiment content du résultat, et moi je suis vraiment ravi là, depuis que j'ai ça. C'est vrai que je me pose beaucoup moins de questions. J'ai quand même gardé les 10-30 qui sont là. Alors elles sont sur le côté, c'est pas forcément idéal, mais en même temps, si je les gardais devant, elles étaient dans le champ des Dutch et c'était pas non plus l'idéal. Donc, mais c'est important quand même parce que je travaille avec Alex et j'ai énormément appris avec lui. C'est difficile de pas avoir à un moment donné un système un peu plus réduit pour vérifier certaines choses, notamment comment le bas va se comporter. Tu vois, quand tu mixes sur un très très gros système qui a énormément de bas comme ces Dutch, tu peux vite être satisfait et sans t'apercevoir que en fait, sur un système plus réduit, le sub apparaît pas du tout, ou disparaît complètement. Et ça c'est assez facile de s'en rendre compte quand on écoute sur les 10-30, des enceintes que j'ai appris à aimer en arrivant à Translab, que je connaissais pas avant. Et je sais pas si je pourrais
bosser sans maintenant, quoi. C'est devenu une habitude, voilà, parce que j'ai été formé un peu voilà, à l'école d'Alex, quoi. Qui lui, comme il a pu le dire, est très très attaché à ses enceintes et je comprends pourquoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler du coup des quelques machines qui diffèrent d'Alex, parce que elles te servent notamment à mixer, c'est ça? Ouais, c'est les machines qui sont par là, c'est un peu mes petits jouets que j'aime beaucoup, mes compresseurs que j'ai acquis voilà, au fil du temps. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont tous assez spéciaux pour moi. Et pendant longtemps, j'ai beaucoup mixé avec ça. Et puis, c'est vrai que je mixe énormément in the box, tu vois, dans Pro Tools comme plein de gens, mais voilà, j'ai encore ces machines-là qui sont connectées directement à mon interface en insert. Et voilà, donc elles sont là et c'est cool, tu vois. Parfois, quand tu as besoin d'aller récupérer un truc... Est-ce que tu as vraiment un template précis où telle machine va sur tel groupe, etc. Non, vraiment pas. Vraiment pas. J'ai un template, évidemment, de mix, dans lequel il y a des choses qui sont surtout des histoires de groupe et de routing, mais j'ai un template qui verrouille très très peu la manière d'approcher les choses, parce que après, ça dépend ce qu'on mixe. Moi, j'ai l'impression que, en fonction de ce qu'on mixe et pour qui on le fait, ce qu'on reçoit, les éléments qu'on reçoit pour le faire, etc., si on a un template qui verrouille trop les choses, à un moment donné, on va forcer les éléments qu'on reçoit à fitter sur un template. Et moi, je pense que c'est pas forcément comme ça qu'on se met au service d'un titre. Je préfère voir un petit peu ce que je reçois et en fonction adapter. Donc j'ai un template effectivement, mais qui est très adaptatif et du coup non, j'ai absolument pas en tout cas sur l'utilisation de l'analogique de choses où je dis ça c'est forcément telle chose, et c'est pareil en fait avec les plugins, quoi. Tu vois, je suis assez flexible et j'essaie de faire les choses qui doivent être faites sans être systématique dans l'approche, quoi. J'ai l'impression que pour rendre service à un morceau, il faut juste rentrer dedans, essayer de comprendre de quoi il y a besoin et faire des choses assez simples. Donc voilà, j'ai un template évidemment, mais qui est assez peu, qui détermine assez peu le résultat finalement, qui détermine pas du tout l'approche, en tout cas. Je sais pas si c'est satisfaisant comme réponse, mais c'est clair. Voilà. Et c'est quoi la machine que tu utilises le plus en mix alors là? En mix, je dirais, alors, soit le TG1 ici, que j'utilise essentiellement sur des drums quand je sens qu'il y a besoin d'ajouter quelque chose qui n'existe pas forcément dans ce que je reçois, typiquement si c'est des batteries rock, tu vois, et que j'ai envie d'avoir un son de room, ça donne quand même un résultat qui est bien spécifique. Je sais pas si tu connais cette machine. Non. Il y a le mode limiteur avec la constante de temps la plus rapide, ça donne quelque chose de très très spécifique, très très particulier sur les rooms. Quelque chose qui moi m'évoque des disques de Led Zeppelin ou des Beatles, tu vois. Enfin bon, c'est pas du tout le même son, mais ce truc très compressé où tu sens vraiment la pièce apparaître, les choses se mettent à exploser un petit peu, et ça m'est même déjà arrivé de reconstruire des rooms fake, tu vois, avec les différents micros qu'il peut y avoir, de mettre une reverb qui ressemble à une room et puis essayer de construire quelque chose qui pourrait être une captation de room et ensuite d'aller l'éclater avec ça. Et puis de mélanger ça en parallèle, je trouve ça assez chouette. Mais donc vraiment plutôt pour aller recréer une matière qui n'existe pas. Ça m'est arrivé de l'utiliser sur des voix aussi, ça fait des choses très très surprenantes. Mais bon, c'est un compresseur qui est quand même très 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 coloré, qui très vite se fait entendre, donc c'est pas toujours ce qu'on cherche. Il y a une version de ce truc-là qui est beaucoup plus flexible, je crois que ça s'appelle le Zinner Limiter. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Qui est plus récent, je crois bien. C'est un peu plus récent, c'est ça, mais avec plus de, tu vois, je crois qu'il y a plus de réglages sur justement l'attaque, le release et plus de contrôle, mais globalement c'est la même. Et puis sur la machine dont on parle, les réglages de cette machine-là sont marqués, en fait, il y a des petits, je sais plus si c'est en jaune mais en gros tu peux retrouver exactement le comportement de ce truc-là, mais en fait tu peux aussi le modifier, l'adapter, ce qui en fait une machine plus versatile. Celle-ci est quand même assez, voilà, ça fait ce que ça fait, si ça va pas, ça va pas, quoi. Et sinon, le compresseur en bas là, je sais pas si tu connais Locomotive Audio. Non. C'est génial, c'est un compresseur Varimu à lampe
C'est un design moderne, mais c'est une machine moderne, mais qui est inspirée de design ancien. Dedans, il y a des inspirations Universal Audio 176, tu vois l'ancêtre du 176. Le RCA, BA6A ou le Gates Stay Level, c'est un peu les trois machines qui ont inspiré ce truc-là. Et ça, c'est une super machine parce que c'est un compresseur à lampe mais qui est capable de relâcher très très rapidement. Tu vois, par rapport à son pote en bas, qui est vraiment je sais pas si tu connais ça, c'est compliqué. C'est un Altec 436 qui a été modifié par Abbey Road et ça s'appelle, comment ils appellent ça, le RS124. Et le RS124 a été copié par cette marque qui s'appelle Listen Grove. Ouais, c'est ça, Unity Audio Listen Grove. Et maintenant, ils n'ont plus le droit de l'appeler RS124 parce que Chandler le fait, le RS124, et c'est Chandler qui a le droit d'appeler ces machines comme ça. Et ce compresseur, il est super. Mais par contre, tu vois, ça relâche très lentement. Il y a quelque chose de beaucoup plus vintage dans l'attitude. Celui-ci est beaucoup plus moderne au sens où ça relâche plus vite. Et sur des voix, c'est vraiment super ce que ça fait. Parce que ça te permet de garder la voix quand même devant et d'avoir quelque chose de très très généreux. Ouais, je suis assez fan de cette machine. C'est un super compresseur, quoi. Ça vaut le coup ? Ouais, vraiment ça vaut le coup. Après bon, tu vois, c'est des machines mono, donc évidemment en mastering, forcément elles n'ont pas lieu d'être. Il y a le Manley, évidemment. Le Manley, je veux dire, il n'est pas à moi, il est à Translab. Je m'en sers aussi parfois en mix, mais là pour le coup pour des choses beaucoup plus subtiles, ça peut m'arriver, quoi. Okay. Et puis les distressors, bon, une machine que j'aimais beaucoup à l'époque où je faisais pas mal de prises de son. Je dois avouer qu'ils sont un petit peu à la retraite là, tu vois, depuis le mix in the box. Ouais, c'est pas. Tu trouves ton compte dans la boîte. Ouais, complètement. Mais même au niveau des voix, enfin, c'est tout ce que je peux faire avec ça, je le fais parce que ça me fait triper, quoi. C'est fun de dire allez, j'allume la machine et je fais quelque chose avec. Et en général, une fois que j'ai le son qui me plaît, je commit, je print et je laisse pas forcément la machine en insert en permanence parce que je suis un peu parano du recall. J'aime bien pouvoir ouvrir une session et tu vois, double clic, ça s'ouvre et ça sonne pareil que la fois d'avant, sans avoir besoin de prendre de notes. Je trouve que c'est hyper puissant comme outil de mixer in the box et de pouvoir bosser sur plusieurs morceaux en même temps. Et j'ai pas envie de perdre cette flexibilité-là en intégrant trop de hardware qui serait constamment en train de tourner, dont il faudrait surveiller. Est-ce qu'il sonne pareil d'un jour à l'autre, voilà, Mais encore une fois, c'est très personnel. Et donc quand j'utilise ces machines, en général, une fois que je suis content, je commit. Et puis si ça va pas, je refais le lendemain, tu vois. Ok. Voilà. Et du coup, là, c'est que des compresseurs. Tu utilises un peu les EQ ou globalement ta chaîne de mastering en mix, est-ce que tu vas l'utiliser ? Ouais, ça m'arrive. Alors c'est un peu différent parce que c'est comme Alex l'expliquait, toutes les machines qui sont dédiées au mastering sont en fait patchées sur la Maselec qui est là, branchées directement sur les inserts, et j'y ai pas accès directement depuis mon interface de mix. Par contre, ce que je peux faire quand je mixe, c'est la sortie en fait par laquelle je monitore mon mix, et elle est dans la Maselec sur une source qui est elle disponible en tant que source de transfert dans la console. Ce qui fait que je peux tout à fait à un moment donné décider de ne plus monitorer directement la sortie de mon Pro Tools, mais monitorer la sortie de la Maselec avec les inserts au milieu, et si je veux printer ce résultat-là, je peux le faire soit dans SADI, soit dans Pro Tools, en fonction du routing que j'utilise. Mais donc c'est tout à fait possible d'utiliser tout ce que tu vois ici comme insert sur le master, quoi. J'ai pas la possibilité de dire je vais mettre le Manley sur mon groupe drum, par exemple. Et en vrai, je ressens pas le besoin de faire ça. Ce serait possible, mais du coup il faudrait que j'intègre des patchs et tout un tas de choses qui fait qu'il y aurait des liaisons audio plus longues avec des câbles plus longs. Et c'est vrai qu'en mastering on aime bien avoir encore de la complexité, encore de la... Ouais, que les choses soient simples, que les câbles soient courts et si possible. Et du coup voilà, on essaie de s'éviter des patchs, même si c'est pas exclu, parce que la cabine évolue en permanence. Alors c'est quoi les prochaines évolutions ? Qu'est-ce qui te fait envie, toi, ici ? Alors les prochaines évolutions, déjà, c'est tout simplement de pouvoir utiliser les trois systèmes en même temps. De pouvoir comparer sur les trois systèmes d'écoute que tu vois. Pour l'instant, la Maselec permet d'avoir seulement 2 systèmes. Donc là, je vais rajouter
un Dangerous Source que j'ai depuis des années, que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps, qui va me permettre d'alimenter encore 2 systèmes supplémentaires. Donc je vais pouvoir utiliser les 3 systèmes. J'aimerais bien éventuellement pouvoir avoir une machine qui me permettrait de reconfigurer complètement les inputs de la Maselec pour pouvoir utiliser la Maselec exactement comme je l'utilisais avec Sadi, avec Pro Tools. Mais ça c'est pareil, je ne sais pas comment faire ça. Je pense qu'il faudrait que je fasse construire quelque chose de custom ou que je réfléchisse en tout cas au design. Il n'y a pas de machine sur le marché qui me permettrait d'avoir un truc suffisamment simple avec une sélection de sources par destination toute bête et en passif par exemple, tu vois. Je suis sûr que ça existe en custom, mais de série, je sais pas si ça existe en fait, ou alors il y aurait des fonctions dont j'aurais pas besoin et du coup ça coûterait très cher pour voir ce que je veux faire, etc. Moi j'aimerais bien mixer avec exactement la même config qu'on a en mastering et de pouvoir, tu vois, typiquement c'est bête, mais si je garde ce contrôleur aujourd'hui, ok, en mix, hein, c'est pour faire quelques suivis, mais est-ce que je suis même pas sûr que ce soit vital pour moi de le faire. J'ai surtout besoin de ça pour pouvoir switcher facilement entre mon mix et le pré-mix par exemple, pour pouvoir faire des comparaisons et de pouvoir faire un solo mute en même temps sur la même track. Et c'est essentiellement pour ça que je garde ce contrôleur. Et si je pouvais reconfigurer la Maselec, ça me permettrait, tu vois, tout bêtement d'envoyer le pré-mix dans une autre sortie et juste de faire un changement de source ici. Pour faire ma comparaison, ce serait beaucoup plus confortable que de le faire avec... Et puis ça me permettrait de mettre le contrôleur de côté, de gagner de la place. Enfin voilà, c'est des petites modifications, mais qui franchement changent pas non plus la face du monde, quoi. C'est un confort de travail. Mais oui, il y a des évolutions que j'imagine. Il y a peut-être des machines qu'on va intégrer aussi. Donc tu vois, la Maselec, elle a 6 inserts de disponibles. Si on veut plus de machines, il faut qu'on rajoute. Tu vois, Alex en bas, il a un Dangerous Liaison qui lui permet d'avoir un peu plus de machines. On va sans doute ajouter une machine, voilà, qui permet de gérer davantage d'inserts. En fait, c'est l'insert 4 que nous on l'utilise pour ça, qu'on pourrait mettre sur une autre machine avec d'autres inserts, et du coup l'insert 4 deviendrait soit une chaîne, soit une machine qu'on sélectionnerait. Voilà, donc pour avoir encore un peu plus d'options. Mais ça, c'est du kiff et c'est du luxe, quoi, parce que c'est pour le confort, ces améliorations. Tout à fait, pour le confort et pour, je pense que c'est pour le kiff. Tu vois, les outils, enfin après c'est une philosophie, mais je pense que les outils en mastering comme en mix aujourd'hui sont tous valables. Enfin, je veux dire, il faudrait vraiment faire des très très mauvais choix pour avoir des outils qui ne seraient pas utilisables. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu veux dire au niveau des performances? Au niveau des performances, ouais, tout à fait. Donc en fait, je pense qu'une fois que tu as fait des choix de machines et qu'il faut que ce soit des machines qui te fassent kiffer, des machines qui te donnent envie de te lever le matin pour dire allez, je vais au studio, je vais bosser et ça va être super et je vais kiffer le matos sur lequel je travaille. Je pense que quelqu'un qui a besoin de mixer avec une console et tout un tas d'inserts et qui a l'impression qu'il pourrait pas avoir son résultat autrement que comme ça, il faut qu'il mixe comme ça parce que sinon il pourra pas donner le meilleur de lui-même, parce qu'il aura l'impression d'être limité par quelque chose. Alors que la personne qui est contente de mixer que in the box et qui se dit qu'elle a tout ce qu'il lui faut là-dedans et qu'elle manque de rien, elle va pouvoir mixer in the box sans se sentir limitée. Je pense que l'important c'est de pas se sentir limité et d'être enthousiaste à l'idée d'aller utiliser tout ce matériel, quel que soit le matériel qu'on utilise. Et donc en fait, moi je pense que ajouter des machines, ça, tu vois, là on a quand même une console qui est complète, on a des EQ qui sont très clean, des EQ qui sont plus colorés, on a des outils dynamiques qui sont très clean, transparents, d'autres qui sont plus colorés, enfin on a toute une palette déjà à disposition. Si on rajoute des choses, c'est pour avoir certes plus d'options, mais c'est du luxe, et c'est surtout pour kiffer, quoi, pour se dire tiens, une fois de temps en temps on a envie d'essayer telle chose, et quand on peut se le permettre c'est chouette, mais est-ce que c'est vraiment vital ? Peut-être pas, mais en tout cas, voilà, je pense que ça participe de maintenir un peu cet enthousiasme qu'il faut avoir, parce qu'on est quand même des passionnés et on a envie de se faire plaisir dans ce métier, quoi. Donc voilà, pour moi, le rapport au matos, c'est ça. Il faut aimer son matos et avoir du plaisir à bosser avec, quel que soit le matos au final. C'est ce que je pense. Je pense que voilà, il n'y a pas de mauvais outils en fait. Et comment on se retrouve alors assistant à Translab? Comment on se retrouve même ingé mastering? Toi, c'est quoi ton parcours?
Alors ingé mastering, c'est un peu en fait c'est presque un accident de parcours, j'ai envie de te dire. C'est toujours un accident de parcours. Ouais. En fait, moi je me suis formé à Montpellier, j'ai fait une école de son là-bas, voilà, après le bac. Et assez rapidement, je me suis retrouvé à enseigner dans cette école après mes études. Et j'ai enseigné pendant 6 ans en fait, donc en technique de son, prise de son et mix, musique quoi. Et j'étais très. Et puis parallèlement à ça, évidemment, j'étais indépendant. Je faisais toujours des sessions studio, du mix en indé. Et puis le Covid a fait qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup moins de travail. Il y a pas mal de sections qui ont sauté ou qui étaient moins fournies, en tout cas en heures d'enseignement. Et ça m'a donné Moi, j'arrivais un peu à un stade dans cette partie de ma vie, de ma carrière, où j'avais l'impression que l'enseignement, ça faisait sens au tout début, parce que t'es à peine plus vieux que les élèves, et t'as une espèce de rapport à ça qui fait que tu peux être pertinent, je pense, comme formateur quand t'es très jeune. C'est à la fois pertinent pour les élèves et pour toi, parce que ça te fait bosser énormément sur les bases. Mais il y a un moment donné où si tu veux avancer, moi j'ai voulu avancer dans ma carrière et j'avais l'impression de m'enterrer en fait en enseignant, et le Covid m'a donné cette opportunité finalement de moins travailler, d'avoir tout d'un coup le temps de me dire bon bah ok, je pars à Paris et je vais voir si je trouve du boulot quoi. Et comme je demandais un poste, tu vois, d'assistant dans des studios dans des studios plutôt prise de son et mix, mais des studios qui me faisaient rêver parce que j'arrivais avec un profil, j'avais l'impression d'avoir confiance en moi, puisque moi je formais des jeunes qui étaient censés postuler aussi à ces mêmes postes, donc je me disais en termes de compétences, je ne devrais pas manquer. Et donc j'ai un petit peu écrit à tous les studios qui me faisaient rêver. J'ai pas eu beaucoup de réponses en vrai, mais parce que je pense que c'est un milieu qui recrute pas énormément. J'ai même rencontré pas mal de gens qui m'ont dit laisse tomber, il faut que tu sois indé, tu te feras pas embaucher dans ce métier-là, c'est une vieille mythologie. Mais moi je voulais trouver, enfin j'avais ce fantasme, tu vois, un peu des Jedi quoi, de trouver le maître Jedi qui prendrait un padawan et qui me formerait quelque chose Un mentor. Un mentor, ouais, ça c'est un terme que j'aime bien utiliser en effet. Comme un truc d'artisanat quoi, de se mettre au service de quelqu'un et d'apprendre d'une personne qui compte dans ce métier. Pour moi c'était important, et puis comme dit, en arrivant à Paris, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit mais laisse tomber, c'est une vieille mythologie ça, aujourd'hui à l'âge que t'as, faut que tu sois indépendant et puis faut que tu fasses ta route comme ça. Et puis en fait, un petit peu par hasard, Alex m'a écrit, je sais pas exactement comment, mais l'email que j'envoyais, quelqu'un lui a transmis, parce que je pense que les gens savaient qu'il cherchait. Et du coup, il m'a écrit en me demandant si j'avais un CV à lui envoyer et si le mastering l'intéressait. Et c'est vrai que moi, le mastering, c'était pas du tout quelque chose que je visais, puisque ça faisait pas partie des compétences que j'avais développées. Et ça me venait pas du tout à l'idée. Mais quand Alex Goffer te propose, te demande si le mastering t'intéresse parce qu'il veut recruter, évidemment, tu dis oui, quoi. Et donc, ça n'a pas été gagné tout de suite, hein. Il y a eu plusieurs entretiens, mais il a fini par me choisir et j'étais extrêmement fier de ça. Et voilà, je me suis retrouvé ingénieur, d'abord assistant et puis progressivement ingénieur ici, en bossant avec Alex quoi. Et voilà. Trop bien. C'est arrivé comme ça. Et est-ce qu'on peut parler d'Atmos, parce que à Translab vous avez quand même une super belle cabine qui sonne hyper bien, en tout cas elle est très réputée. Et donc toi tu t'assistes Alex à ça et puis t'en fais aussi toi-même. En fait quand je suis arrivé à Translab, quand Alex m'a embauché, ils avaient ce projet de faire une cabine Dolby Atmos qui serait commune, que tous les ingés ici pourraient utiliser pour répondre aux demandes qui commençaient un petit peu à arriver sur le Dolby Atmos. Et voilà, ils voulaient pouvoir être présents sur ce marché, ou enfin en tout cas pouvoir répondre à cette demande-là. Et il n'y avait pas l'outil, personne n'avait vraiment le temps de s'en occuper, donc c'est un peu moi qui ai récupéré le dossier. Voilà, mon rôle ça a été de comprendre ce que c'était ce format-là, quels étaient les équipements qu'il fallait avoir pour le faire, et proposer un setup, un système, et dans un second temps réaliser ça avec Jean-Pierre Jagnot qui est directeur technique ici, et l'acousticien qui avait construit la cabine d'à côté, parce que c'est la cabine d'à côté,
pour pouvoir intégrer les enceintes au plafond, parce que ça c'était un chantier quand même. Donc il y a eu pas mal de travaux et puis l'installation de tout ce système-là, et c'est moi qui ai pris en tout cas en charge cette conception-là et qui ai fait le choix du matos, des ordinateurs, enfin voilà. Et c'est parce que c'est quand même une sacrée usine à gaz, quoi, le Dolby Atmos. Nous on le fait un peu. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font encore comme ça, mais on le fait avec 2 ordinateurs. Il y a un ordi qui gère tout l'aspect Pro Tools et un autre qui gère l'aspect renderer du Dolby Atmos. Parce qu'il faut savoir que donc il y a un logiciel qui va prendre les pistes et ensuite encoder dans le format, dans le fichier Atmos. Ouais. Et c'est vrai que c'est une usine à gaz, c'est compliqué et ça fait pas très longtemps. Hein, je crois bien qu'on peut le faire vraiment sur un ordi, en tout cas de manière... On a toujours pu le faire sur un ordi, mais ça limitait pas mal de choses en fait. Nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir en temps réel comparer par exemple de l'Atmos en streaming depuis une plateforme style Apple Music avec un mix qu'on était en train de faire et de pouvoir switcher assez facilement entre plusieurs re-render 5.1, 7.1, peut-être même stéréo, évidemment les versions binaurales. Je dis les versions binaurales parce qu'il y a deux versions du binaural en Atmos. Il y a la version de Dolby, la version d'Apple, et ça sonne pas pareil, et ça aussi on veut pouvoir le monitorer en temps réel. Donc pour pouvoir mettre tout ça en œuvre, c'était surtout faisable avec un réseau Dante en fait. Donc là vous avez mis du Dante du coup dans votre cabine. Ouais, tout se fait en Dante et tout est géré par une Navid MTRX en fait, c'est un super outil pour ça, et la petite télécommande, le contrôleur qui va avec là, qui permet de configurer exactement comme on a envie. Et c'est vrai que c'est un confort de travail qui est super parce qu'on peut tout comparer et, de manière assez facile. Moi j'ai même un Logic qui tourne en parallèle du Pro Tools pour pouvoir me recracher un mix binaural qui correspondrait plus à ce qui sortirait sur Apple Music, quoi. Parce qu'avec le renderer, on peut écouter que la version Dolby. Enfin, et avec Logic, t'écoutes une version Apple en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors pas exactement, parce que ça change tout le temps. Tu vois, Apple, je pense pas être spécialiste non plus trop pour en parler, mais je sais qu'en tout cas, chaque fois qu'il y a une mise à jour d'iOS ou quoi que ce soit, leur algorithme change. D'accord. Donc tu sais pas vraiment à quoi... Mais il y a un côté boîte noire, quoi. Il y a un côté, ouais. Suivant la version de ton iPhone, par exemple, tu n'entends pas la même chose en binaural sur Apple Music qu'une autre version, puisque c'est pas le même algorithme. Par contre, il y a des choses qui bougent pas ou peu, c'est comment les balances réagissent. En fait, là, on va parler un peu de ce que c'est, comment nous on approche le Dolby Atmos, mais on a un master stéréo en référence. On reçoit des stems qui viennent de la session de mix. Et l'idée, c'est de proposer une version du mix qui soit évidemment immersif, donc avec des pannings où on utilise le Dolby Atmos, mais on veut que, en comparant avec le master stéréo, on ne perde pas l'intention. Et c'est hyper facile de perdre l'intention, de perdre les balances, de perdre le punch, de perdre la sensation de glu. J'aime pas trop ce terme-là, mais bon, je pense que tout le monde comprend ce que j'essaie de dire par là. Je suis complètement d'accord pour avoir mis un petit peu à l'Atmos, à l'écoute en tout cas, pour explorer. C'est vrai que trouver des mix Atmos où il y a cette cohérence des éléments, ça c'est vraiment c'est difficile à faire. Ça sert de ce que c'est hyper dur. C'est difficile à faire et c'est pour ça qu'on compare énormément avec le mix pour vraiment déjà s'assurer que les balances soient les mêmes, que les timbres soient les mêmes, sachant que les timbres bougent de fait quand tu pannes les choses sur le côté ou derrière ou en haut, les timbres vont changer, mais ça peut donc, potentiellement il faut peut-être compenser avec des EQ pour retrouver un petit peu les timbres qui existent dans le master. Nous on part du principe que le master il est validé, il est comme ça. Et donc les timbres et la balance par rapport au mix stéréo, c'est une tannée de retrouver la même chose. Ouais, la balance surtout. Ouais. Et je trouve le deuxième problème que j'évoquais, ce truc de glu là, de sentiment d'ensemble là. Comment on fait ça pour avoir en Atmos? En fait, je pense pas qu'il y ait une seule méthode. Je pense que c'est surtout une question de balance, c'est une question de balance tonale et de balance volume, quoi. Mais c'est un peu la même chose en fait. Parce que bon, on pourrait linker des compresseurs, des limiteurs
avec un déclenchement par sidechain. Et ça, tu le fais? Ouais, ça peut arriver qu'on le fasse, ouais, carrément, pour retrouver le côté un petit peu squashé qu'il peut y avoir sur les masters stéréo et qui parfois participe complètement de cette impression de compact, en tout cas, cette densité qu'on n'a pas envie de perdre. Même si l'Atmos est un format qui se livre à moins 18 LUFS et qui pourrait du coup être plus dynamique. D'ailleurs, les mix Atmos sont plus dynamiques que les masters stéréo. On ne va pas jusqu'à les limiter exactement comme les stéréos, mais parfois le faire, ça peut permettre de récupérer. Donc moi, souvent, j'utilise le fichier mix sans limiteur, tu vois, le mix bien dynamique, et ça, je l'envoie dans un sidechain qui va me permettre d'aller déclencher compresseur et ou limiteur sur toutes les stems. Donc ça fait des sessions. Nous, on a un ordi qui est quand même assez puissant avec beaucoup de processing qui permet de pas cracher, mais c'est vrai que s'il fallait le faire autrement avec des bus, il y aurait d'autres concessions à faire. Mais en tout cas, retrouver cette glue là dont on parle, je pense que ça passe surtout par les balances et par une comparaison vraiment super attentive du résultat en Atmos et avec le mix stéréo. Et si tu retrouves les balances tonales et la couleur, en fait, normalement tu dois pas perdre la glu, mais bon, ça passe aussi par des pannings qui soient pas aberrants, tu vois. Il faut évidemment que rythmiquement tu as envie de garder pas mal de choses devant, peut-être d'utiliser plutôt des reverbs ou des éléments un peu plus mélodiques pour aller créer un petit peu d'immersivité par l'arrière. Mais c'est pas toujours les mêmes réponses, en tout cas, qu'on apporte. Mais on fait très attention à vraiment respecter cette référence stéréo et qu'elle soit respectée aussi en binaural. Et je pense que c'est ça le plus difficile. Parce que en fait, sur les enceintes, tu arrives assez rapidement à quelque chose de cool, genre de mieux que le master stéréo parce que c'est plus immersif, mais sans perdre forcément d'énergie. Ça, je dirais que c'est la partie la plus facile. Ensuite, c'est arriver à faire que quand tu compares le master stéréo au casque avec le binaural, que ça se casse pas, que ça se casse pas la gueule. Je sais pas si je peux dire ça. Là, c'est plus compliqué parce que pour le coup, le binaural réagit de manière assez curieuse et il faut en tenir compte pour avoir un résultat en binaural qui soit pas moins bien que la version stéréo. Et je pense que ça, là, pour le coup, c'est très facile d'avoir un mix Atmos qui est moins bien en binaural qu'en stéréo. Et le problème, c'est que sur Apple Music, typiquement, s'il y a une version Dolby Atmos qui sort, et que les gens écoutent ça avec leur iPhone et des AirPods et qui ne sont pas allés dans les préférences pour décocher l'audio spatial, ils vont entendre par défaut la version Atmos. Et si cette version Atmos n'est pas fidèle à l'intention qui a été mise dans la version stéréo, on a l'impression de trahir l'artiste, de trahir l'artiste dans son intention. Et donc c'est très très important pour nous que ça tienne la route. Et je pense que c'est la partie la plus difficile à faire. C'est pour ça que j'ai mis un Logic pour pouvoir assez rapidement me rendre compte de comment ça réagit en audio spatial, même si c'est pas exactement la même chose parce que j'ai pas exactement le même algorithme, mais voilà, au moins en termes de balance. Ok. Et on espère alors entendre plein d'autres mix Atmos sortir de Translab. Merci Romain. Avec plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine, ouais.